Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir à la biodiversité. Et on en parle avec Carmine Defranco, le responsable de la recherche d'Ociam. Bonsoir et bienvenue Carmine. Bonsoir. Ravi de vous voir dans ce studio pour parler donc de ce thème de la biodiversité. Je rappelle Ociam qui est une maison, alors c'est... La valeur d'Ociam dans l'industrie de l'asset management, c'est l'idée de construire des ETF intelligents, on peut le dire comme ça, c'est ça le smart beta, hein, c'est un peu le jargon technique qui définit votre activité. Et donc, vous avez lancé un ETF intelligent autour du thème de la biodiversité. Vous allez nous expliquer effectivement ce qu'on trouve dedans, mais déjà peut-être partons du niveau supérieur. Comment est-ce qu'on définit la biodiversité? Intuitivement, on comprend à peu près tous de quoi on parle, la nature, la faune, la flore, mais quand on est sur les marchés, on a besoin quand même de définitions communes qui fassent consensus sur lequel on puisse s'appuyer, Carmine. C'est quoi la définition de la biodiversité? Oui, tout à fait, puisque on comprend, comme tu dis, on comprend bien ce que c'est, mais de là à arriver à des choix de portefeuille, exactement. Le chemin est très très long. Oui. Alors, je pense que peut-être le plus simple, c'est d'aller voir la définition précise qu'on donne les Nations Unies. Donc, biodiversité, c'est vraiment l'accent sur le concept de diversité, donc diversité génétique, diversité des espèces, animales, végétales, diversité des écosystèmes. En gros, c'est cette diversité qui permet à la vie humaine d'être possible sur Terre. Et donc c'est ça qu'on doit préserver, puisque c'est à la base de notre vie, de notre activité économique. Le WEF, le World Economic Forum, estime que la moitié du GDP mondial dépend directement de la biodiversité. Je peux faire des exemples très simples. Ah oui. Voilà, un agriculteur qui produit du bleu ou du riz dépend des pollinisateurs et donc des petits insectes. Donc, pas mal d'activités en amont dépendent de la biodiversité. Et c'est pour ça que c'est un thème crucial à mettre en avant dans les processus d'investissement. Effectivement. On a beaucoup parlé du climat, on parle beaucoup du climat. Ça a été le grand sujet de ces dernières années et des années à venir, bien sûr. Et là, le thème de la biodiversité est en train d'émerger, évidemment, à travers la finance responsable. C'est-à-dire que l'idée, concrètement, c'est d'aller chercher les entreprises qui vont avoir l'impact le plus large possible sur l'écosystème, sur la diversité de l'écosystème biologique, sur la biodiversité, pour dire les choses. Comment est-ce qu'on va mesurer ça? Est-ce qu'on a déjà des indicateurs qui permettent, comme on a pu mesurer l'empreinte carbone d'une société, est-ce qu'on arrive à mesurer l'empreinte d'une entreprise sur son écosystème naturel? C'est justement ça la difficulté, c'est que pour le climat, heureusement, on a eu une métrique qui s'est affirmée tout de suite, la tonne de CO2, qui est... Alors, je ne veux pas vexer ceux qui s'en occupent, mais c'est relativement simple à maîtriser, à calculer, puisque une tonne de CO2 produite en France, au Brésil ou en Chine, l'effet est le même. Donc, c'est facile de comptabiliser. Alors, quand il s'agit de biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça a un peu freiné, quelque part, l'intégration de la biodiversité dans les processus d'investissement, puisque, concrètement, comment on la mesure? Alors, aujourd'hui, vous avez... Alors, les catégories, c'est déjà un peu compliqué, mais ça aide quand même à fixer les idées. Vous avez deux façons de faire. Donc, une façon qui est un peu, entre guillemets, niche, dans laquelle l'objectif est vraiment d'aller restaurer de la biodiversité. Donc, c'est plutôt des projets, souvent c'est de la philanthropie, montrer qu'une voie alternative est possible. Mais après, on peut avoir un impact beaucoup plus important en utilisant le levier quelque part, donc le levier pas financier, mais disons l'échelle que les grandes entreprises peuvent avoir, celles qui veulent vraiment s'engager. Et donc, aller chercher de l'impact à travers des sociétés qui maîtrisent le sujet, qui sont convaincues que c'est un sujet important pour elles, et qui envoient aussi les opportunités, parce que c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose de positif. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et nous, on a souhaité le faire dans un secteur qui est extrêmement compliqué. Donc, tu disais bien la référence au climat. Ouais. Quand on parle de climat, on pense toujours à l'énergie, aux utilities, Bien aux sûr. entiers. C'est aussi un sujet pour la tech, mais fondamentalement, c'est là qu'il faut résoudre les problèmes. Dans la biodiversité, le gros sujet, c'est dans l'agriculture et l'alimentation. 60% des pertes sont attribuables à ce secteur-là. Oui, c'est ça. Toutes les externalités négatives liées à la biodiversité viennent de ce secteur, enfin c'est même plus qu'un secteur, mais de ces activités liées à l'agroalimentaire au sens très très large. C'est ça, Carmine. Exactement. Et la métrique, du coup, qu'on va utiliser, c'est une métrique que on estime, on pense, on croit, on espère aussi que va être l'équivalent de la tonne de CO2 pour le climat. Donc c'est le MSA, donc le mot en anglais c'est Mean Species Abundance. C'est en gros une sorte de l'abondance moyenne des espèces. C'est une métrique qui est compliquée à calculer mais très simple dans le concept. C'est de dire
Alors, je veux faire peut-être un exemple bien sûr, mais ça va peut-être aider. Alors, je suis une entreprise qui construit des autoroutes. Je vais construire une autoroute qui coupe en deux une forêt. Bon, c'est pas très bien, mais voilà. Ça arrive. Ça arrive parfois, trop souvent. Ouais. Alors, mon impact sur la biodiversité ne va pas être forcément le petit bout de terrain que je vais priver la forêt, donc des arbres, etc. Parce que ça, c'est minime. L'impact, ça va être beaucoup plus important. Et donc, on va mesurer cet impact par rapport à l'état naturel, l'état non disturbé, et l'état après. Et donc, c'est cet impact-là qu'on va pouvoir retracer au sein des entreprises du secteur agroalimentaire. Ouais. Mais c'est-à-dire que du coup, ça demande du temps de faire ce calcul, cette approche-là. C'est-à-dire comment est-ce que l'environnement naturel se serait comporté s'il n'y avait pas eu cet impact humain d'une certaine manière. Exactement, c'est ça, exactement. Et ça explique aussi pourquoi... Alors, nous, on a souhaité aussi, pour des raisons un peu philosophiques et de culture d'entreprise, de attaquer, de se adresser au secteur agroalimentaire. Mais il y a aussi des raisons un peu historiques. C'est que c'est une donnée compliquée à calculer. Pour faire simple, c'est combien ça coûte en biodiversité 1 kg de viande de bœuf ou alors 1 kg de riz. C'est compliqué à calculer. Ça ne suffit pas juste de savoir quel est le revenu de l'entreprise, où est-ce qu'elle est implantée. Donc c'est beaucoup plus fin que ça. Il y a des modèles dans la littérature académique, mais qui est pour certains secteurs. Évidemment, les secteurs qui sont les plus importants, donc l'agroalimentaire, l'énergie. Et donc nous, on utilise ce type de modèle, des données très granulaires et des impacts chiffrés sur le changement d'utilisation des terres, le changement climatique, la pollution, etc., pour arriver à un chiffre qui vous dit telle entreprise va avoir un impact sur la biodiversité de temps, MSA. Ouais. Et ces entreprises, vous allez nous donner quelques exemples, moi ça m'intéresse beaucoup, mais ces entreprises, dans toutes les informations ESG, tous les indicateurs qu'elles fournissent justement aux investisseurs, elles prennent en compte aujourd'hui ces indicateurs de biodiversité des grandes multinationales. On va parler, j'imagine, de très grands groupes dans l'agroalimentaire ou liés à l'agroalimentaire, donc des noms forcément très connus, en plus des marques peut-être d'enseignes très connues. Ce sont des indicateurs qu'elles sont capables de fournir aujourd'hui, ces entreprises Alors aujourd'hui, pas vraiment être en mesure de communiquer l'indicateur final, donc quel est mon impact sur la biodiversité. Alors, elles le sont de plus en plus obligées sur le climat. Donc, publier sa propre empreinte carbone, après, il faut toujours être sûr qu'elle est consistante, puisque, je fais juste une petite parenthèse, l'entreprise va publier normalement son empreinte carbone à elle. Oui. Et ne va pas publier l'empreinte carbone. Il y a toute la chaîne de valeur, Exactement. Il y a toute la supply chain derrière. Exactement, tout ça, il faut l'intégrer. Alors, sur la biodiversité, c'est encore plus compliqué, puisque... Alors là, le problème, il est plutôt à l'inverse, c'est que si vous êtes à la fin, donc si vous êtes une chaîne de restaurants, en général, votre empreinte de biodiversité est faible, puisque vous avez juste vos magasins. Mais l'empreinte est en amont chez l'agriculteur. Et donc, ces données-là n'existent pas. Donc, l'idée, c'est aussi qu'avec plus de transparence et le standard qui peut s'affirmer sur cette métrique deviendra quelque chose au même titre que l'empreinte carbone. Mais pour l'instant, on ne l'a pas. Mais par contre, on peut le calculer, puisque c'est de la physique, c'est de l'ingénierie, de la chimie, à partir de données très simples. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est, prenez une entreprise comme McDonald's, ce qui m'intéresse, c'est combien de viande a-t-elle consommé sur une année Prenez une entreprise comme Danone, combien de lait a-t-elle eu besoin de produire transformés Et donc, c'est aller chercher vraiment des données compliquées. Ça prend du temps. C'est pour ça aussi que le secteur agroalimentaire se prête bien, parce qu'avec un nombre très limité de sociétés, mais avec le potentiel d'avoir un impact très fort. Exactement. Justement, alors je sais pas, vous avez cité Danone, McDonald's. Est-ce que dans le produit que vous avez conçu chez Osiam sur ce thème de la biodiversité, est-ce qu'on trouve des entreprises comme Danone et McDonald's Alors, on se retrouve, Carmine. On se retrouve avec des noms qui sont quelque part un peu communs dans les bonnes gestions ESG, puisque ce sont des entreprises qui ont intégré depuis très longtemps la dimension de durabilité. Alors, vous avez évidemment Danone, vous avez Unilever aussi, qui fait un travail remarquable avec sa supply chain. Vous avez dans notre fond aussi des entreprises qui sont plutôt très très faibles en biodiversité, puisqu'ils sont sur un créneau qui est très light, par exemple l'aquaculture. Donc on sait que c'est très efficient de produire de la protéine avec l'aquaculture, donc vous en avez beaucoup. C'est souvent des petites entreprises, vous ne trouvez même pas dans les indices. Alors, les Norvégiens, ils sont plutôt à l'avant-garde. Et puis vous avez les entreprises qui peuvent avoir un impact très très important. Alors là, par exemple, deux exemples, moi j'aime bien toujours donner, c'est Beyond Meat et McDonald's. Alors, pourquoi Beyond Meat, pourquoi McDonald's? Puisque finalement, voilà, ce sont deux entreprises. Beyond Meat, c'est le steak végétal. Exactement. Ça fait un carton, on en a beaucoup parlé. C'est la plus grande entreprise cotée sur ce créneau. Donc, il y en a beaucoup plus derrière elles, elles sont encore petites. Alors, ça va même plus loin, puisque aujourd'hui, le steak à base de protéines végétales est déjà un produit qui est commercialement très, très compétitif. Vous pouvez le trouver dans votre supermarché, aucun problème. Et moi, je vous assure, il est très, très bon.
Par contre, voilà, on peut aller même plus loin. Donc aujourd'hui, il y a des startups en Israël, en Singapour. D'ailleurs, à Singapour, ça a été approuvé fin décembre. Aujourd'hui, dans un restaurant, vous pouvez manger de la viande produite en laboratoire. J'ai vu ça. Ce qui est encore autre chose. C'est encore autre chose. Encore autre chose. En termes c'est du poulet, je crois. C'est ça qui a été reproduit en laboratoire. Exactement. Donc les experts estiment que d'ici à 2030, on aura une solution pour des morceaux de viande simples. Donc ça va être compliqué d'imiter la côte de bœuf. Par contre, pour tout ce qui est le burger, les dos de poulet, ça va être facile, faisable, et l'impact environnemental va être colossal. Aujourd'hui, l'agriculture pèse un quart des émissions, 70% d'utilisation de l'eau. Et donc, pour revenir à l'exemple de Beyond Meat et McDonald's. Donc Beyond Meat, la production de burgers à base de protéines végétales, l'impact est très important, puisque vous divisez par 6. Il n'y a plus d'élevage, oui, exactement. Bien sûr. Donc, et produire du végétal, c'est beaucoup plus efficient. Le problème est que Beyond Meat peut produire autant de burgers qu'il veut. Il faut bien quelqu'un qui les place, qui les vende partout dans le monde, et pas seulement dans les quartiers, disons, riches, dans les pays riches. Donc, un peu partout dans le monde. Qui peut faire ça ? Qui a l'impact d'aller faire baisser massivement l'empreinte sur la biodiversité ? Une entreprise comme McDonald's. Et combien de McBurgers, combien de burgers sont vendus avec un steak à base de protéines végétales qui remplace les protéines animales ? L'accord qui McDonald's a signé, mais ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, n'importe quelle chaîne. Oui, McDo, c'est l'emblème. C'est l'emblème, mais tout le monde est déjà très actif sur ce créneau. L'accord qu'ils ont passé prévoit qu'à horizon 2025, ils devraient se retrouver avec à peu près un tiers vendu. Dans certains pays, ils vont peut-être aller beaucoup plus vite, puisque, on revient un peu à ce qu'on disait, c'est le train de fond. Vous avez un consommateur, surtout en Europe, de plus en plus aux États-Unis, riche, mais qui est très sensible à ces sujets. Il comprend quelle est son empreinte biodiversité et carbone. Il va aller sur des produits différents, sur des produits laitiers, des œufs, de la viande. Donc ça, c'est un consommateur riche qui est capable de payer un premium sur des produits différents. Et ces entreprises-là, ils connaissent leurs clients, ils vont être les premiers à être présents. Et donc l'impact, là, il est visible, il est mesurable. Et nous, on souhaite le coupler aussi avec de l'engagement. Donc ça ne suffit pas de ne pas investir, il faut investir et pouvoir aller dans la bonne direction. Merci beaucoup, Carmine. Merci d'être venu nous éclairer sur ce thème de la biodiversité. Ce sera sans doute un des grands thèmes des prochaines années, comme le climat l'a été jusqu'à présent et le restera aussi, je vous rassure. La transition énergétique est encore à faire devant nous et la biodiversité qui devient un thème de marché aujourd'hui avec vous. Carmine De Franco, le responsable de la recherche d'Osiam, était l'invité de Marché à thème sur Bismart ce soir avec nous. On se retrouve demain en direct à 12h30.